Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Cercle de presse. Écoutez, ce matin, il y a un petit pépin, Monsieur Bernard Landry, ex-premier ministre, qui devait être avec nous, a apparemment manqué son avion. Donc, il ne sera pas des nôtres. Et là, je sais qu'il y a plusieurs tentatives, tout est mis en œuvre pour faire en sorte qu'il soit à la table ronde à laquelle il doit participer à 16h cet après-midi dans le cadre du colloque Fralubec. Donc, Fralubec pour France Aluminium Québec. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, messieurs, ce matin. Donc, c'est un colloque international qui se tient du 26 au 28 mars à Saguenay. Et on reçoit donc ce matin Monsieur Patrick Riche, qui est un ex-dirigeant d'Alcan Aluminium dans les années 80. Je crois que vous étiez vice-président. 70? Ouais. Excusez-moi. Fin 70. J'étais pas née encore. Vous avez bien de la chance. Et donc, Monsieur Lucien Gendron, qui est président de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium en Amérique du Nord, qui est l'hôte, en quelque sorte, de ce colloque. Alors, bienvenue, messieurs. Merci. D'abord, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu en quoi consiste ce colloque-là, de quoi il sera question dans les prochains jours. Évidemment, on parlera du fameux métal gris, de l'aluminium, mais plus largement. Et puis, Monsieur Riche, vous pourrez ensuite nous parler de votre passage dans la région après 30 ans. Hein? Ça faisait 30 ans que vous n'étiez pas venu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, allez-y, Monsieur Gendron, et ensuite Monsieur Riche. Comme d'habitude, au Cercle de presse, je vais y aller très rapidement. L'Institut d'histoire d'aluminium, on a démarré cet institut à l'automne. Et la première activité majeure qu'on a faite, c'est d'organiser l'exposition de la collection Jean Plateau à la Pulperie. Et c'est une collection d'ailleurs très spectaculaire. C'est un type qui a développé une passion pour collectionner des pièces d'aluminium. Il en a ramassé au-delà de 25 000. Évidemment, il n'y en a pas 25 000 à la Pulperie. Là, il y a eu un traitement, mais c'est une collection spectaculaire qui va se tenir jusqu'à la fin septembre. Et à cette occasion, on a pensé organiser à chaque mois une thématique de discussion relativement à l'histoire de l'aluminium. Par exemple, le mois passé, c'était l'histoire de la technologie, parce qu'il va de soi, on oublie ça très souvent, qu'il y a eu un gros centre de recherche, qu'il y a toujours un gros centre de recherche ici à Arvida, un centre de recherche parmi les plus spectaculaires au Canada. Je pense qu'il se situe parmi les plus gros là, de privés. Alors, c'est sûr qu'au fil des années, ces gens ont développé de la technologie, puis qui a donné suite particulièrement à des équipementiers de la région qui sont devenus spectaculaires, mais l'origine provient de ce centre de recherche. Donc, à chaque mois, il y a un thème, et ce mois-ci, c'est le thème particulier, c'est la relation Alcan avec les autorités gouvernementales de l'époque. Et on a pensé le faire en fonction de l'arrivée du PQ au pouvoir en 1976. C'est quelque chose, c'est un événement extrêmement significatif. Et deuxièmement, également, il y avait l'arrivée de la ville fusionnée, Jonquière. Hein? C'était la première année de... Alcan, en d'autres termes, n'était plus à Arvida, était à Jonquière, tout en restant sur place, mais il y avait une autre dynamique qui s'installait. Alors, ce soir, à la table ronde, on a regroupé les intervenants majeurs de cette période-là, à savoir M. Riche, qui était le répondant de la Société Alcan, M. Landry, qui était un peu le porte-parole du gouvernement du Québec comme ministre d'État à l'économie à cette époque-là, Marc-André Bédard, qui était le ministre responsable de la région, et Francis Dufour, qui était le premier maire de la ville fusionnée de Jonquière. Alors, ces messieurs-là, ce soir, à 4 heures, vont échanger des souvenirs entre eux. Espérons-le. Et espérons-le, parce qu'on met tout en œuvre là, pour récupérer, entre guillemets, Monsieur Landry, qui, comme vous l'avez mentionné, a eu un petit pépin ce matin. Et on met tout en œuvre pour l'avoir à 4 heures, parce que on s'attend, ça va être spectaculaire, l'échange de souvenirs entre ces personnes-là. Et juste pour compléter votre introduction, madame, Fralubec, c'est un projet de recherche, donc entre une équipe de chercheurs de la France et une équipe de chercheurs du Québec, qui font l'histoire de l'industrie de l'aluminium, d'une part pour le côté français et d'autre part pour le côté québécois, avec une étude comparative. Et c'est des problématiques qui se ressemblent. En France, vous avez toute la question de la vallée de la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, qui étrangement ressemble beaucoup à l'histoire d'Arvida. Alors, il y a une étude comparative qui se fait. C'est une étude spectaculaire. On est content des instituts d'histoire d'avoir
patronné cette étude-là parce que le gouvernement du Québec et le gouvernement français étaient allés en appel d'offres pour avoir des projets de recherche. Ils ont reçu au-dessus une centaine de demandes et on a été retenus dans les 9 qui ont... alors, c'est pour vous dire que cette histoire du patrimoine industriel, cette histoire de l'évolution de l'industrie dans une région comme la nôtre commence à passionner le monde. Et juste pour qu'avant de céder la parole, juste pour vous faire sourire, imaginez-vous qu'ici à Arvida, je parlais avec M. Rich qui a épousé une bonne Québécoise. Il y a beaucoup d'histoires comme ça d'anglophones qui ont épousé des Saguenayens, des Saguenayennes. Ne me peignez pas en anglophone, s'il vous plaît. J'ai eu le malheur de m'appeler Rich, mais oui. On a perdu le E en route. Comme vous avez perdu le E, oui. Et quand je dis c'est une histoire spectaculaire, ça a été une ville de compagnie, Arvida, une ville très bien structurée, très bien aménagée. Regardez l'architecture qu'il y a à Arvida, c'est une architecture complètement différente que vous retrouverez nulle part au Québec. C'est une ville qui a été faite avec un plan d'urbanisme. C'est peut-être la seule ville au Québec qui a été pensée en fonction d'un plan d'urbanisme. Puis juste socialement, pensez juste à l'arrivée d'anglophones dans la région du Saguenay, qui est la région la plus francophone. Ça a été un mariage. Vous savez, nous, les accommodements raisonnables, là, ça fait longtemps qu'on a raisonné. On vit très bien ensemble. Ouais. Bon, à défaut d'avoir M. Landry qui est là pour faire la politique, vous allez en faire un petit peu. C'est ça que je comprends. Et là, je pensais également, vous savez, juste la religion protestante. Imaginez-vous que des années 30, arriver puis aller voir Monseigneur, puis dire il va y avoir un pasteur anglican dans le coin. Le gars qui s'est présenté au diocèse, ça prenait un courageux. Alors, c'est toute cette histoire-là qu'on est en train d'étudier. Et sur ça, je laisse, bien sûr, mon hiatus est fait. Monsieur Gendron. Alors, Monsieur Rich, beaucoup de souvenirs pour vous de revenir dans la région comme ça après 30 ans? Absolument. Je me souviens encore la première fois que j'ai eu l'occasion de parler à la presse ici. Je ne me souviens pas si c'était le cercle de la presse ou c'était autre chose, mais il y avait plusieurs reporters, et il y en a un qui m'a demandé, il m'a dit, Monsieur Rich, là, clairement, vous parlez le français pointu, est-ce que vous allez comprendre ce qu'on dit? Je dis, ben, clair. Bon, j'avais un beau-père qui était une petite PME à Saint-Mathieu de Rioux, sur la colline, on voit le Saint-Laurent, près de Saint-Simon, pas très loin de Rimouski. Et c'est sa deuxième fille que j'ai épousée. Donc, moi, j'étais pratiquement immergé dans le Québec, bien avant que j'ai eu quelque chose à faire. Il n'y a rien de tel que d'être émergé au Québec par le lit. Pas le lit du fleuve, celui-là, le vrai. Voilà. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai commencé à aimer le Québec. Mais ma carrière, par les hasards de la haute direction, m'a envoyé dans beaucoup de pays. Tout de suite après notre mariage, nous sommes partis en Guinée, où le projet de bauxite, à l'époque Bokeh, qui d'ailleurs plus tard a repris sous un consortium international et sous une majorité guinéenne, allait être exproprié. Et j'avais été envoyé là-bas pour faire un peu l'état des comptes avant qu'on ça ferme. De là, nous sommes partis à Paris pour faire rapidement le bilan. Nous n'avions plus de comptabilité. Il avait fallu donner les pièces comptables à des secrétaires qui mettaient ça dans leur soutien-gorge et puis qui partaient à l'ambassade anglaise qui, elle, était là, qui faisait chargé d'affaires pour les Français qui étaient partis. Et ensuite, on m'a dit, il faut que vous connaissiez aussi comment ça se fait, l'aluminium. Donc, on m'a envoyé en Angleterre pendant 2 ans. J'ai pu parfaire un peu mon anglais. Et là-dessus, ils ont dit, on vient d'acheter quelque chose en Argentine, on va vous envoyer en Argentine. Donc, j'ai parti en Argentine. Et 2-3 ans plus tard, là, on avions déjà, on fait un merger avec Péchiné, mais en sens inverse, c'est eux qui nous ont racheté. On a fait une très bonne affaire. Après ça, on est parti en Espagne pour faire une fusion entre la société Alcan et la société d'État Endasa, parce que le caudillo était un peu près de sa mort, et donc on commençait à se dire qu'est-ce que va être l'Espagne après la mort du caudillo. Puis un jour, on m'a dit, on vient d'acheter une société en Italie, on a besoin d'un directeur général. Alors, on est allé à Milan. À Milan, il y avait les grandes grèves, les brigades rouges, en fait, il y avait tout. C'était un cocktail. Et puis, bon, quelques temps plus tard, on m'a dit, maintenant, on va vous demander de faire l'Amérique latine. Alors, je suis parti en Amérique latine. Nous avons établi notre quartier général à Buenos Aires. C'était 4 personnes et une secrétaire, c'est pas grand.
on a fait de l'argent. Et on a créé le projet de Trombetas sur l'Amazonie, qui est maintenant un projet en pleine marche. Et après, bon, on est revenu. On est revenu parce qu'on nous a dit revenez au Canada. Pendant 2 ans, il y avait la réorganisation. Moi, on supervisait l'Europe et l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et après 2 ans, M. Culver a été nommé président d'Alcan, et pour une raison que je ne connais pas encore aujourd'hui, on m'a dit vous allez devenir président d'Aluminium du Canada. Devenu un président d'Aluminium du Canada. Presque tout de suite après, il y a la deuxième grève qui a éclaté. Et alors, évidemment, c'était vraiment ce que je nomme la grève de trop. Et c'est de ça qu'on va sans doute parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait après. Voilà, c'est en gros. Et je suis resté jusqu'en 81 plutôt, fin 81. Et puis là, j'ai eu mon épiphanie, comme on l'a tous dans notre vie. Et ça m'a dit, il faut que tu rentres chez toi, retrouve tes racines. J'ai donné la démission comme administrateur, comme président d'Alcan, d'Aluminium du Canada et comme président de CECAL. Et je suis retourné dans mon pays après avoir été dans le pays de ma femme. Et maintenant, nous vivons un peu dans des tiers pays. Mais nous vivons en Suisse, et ça, c'est une petite parenthèse à laquelle je tiens beaucoup. Cette Suisse avait aussi un groupe d'aluminium, Alu-Suisse. Et si vous allez au Valais, dans cette vallée du Rhône, vous retrouvez la même sociologie exactement qu'ici. Vous avez aussi un ensemble soudé de gens qui ont été bourrassés pas mal. Eux, ils ont changé combien de fois? Ils étaient, pendant les 10 ans que je les ai vus, ils étaient à Alu-Suisse, ils sont devenus Alcan. D'Alcan, ils sont devenus Alcan Rio Tinto. De Alcan Rio Tinto, ils sont devenus Novelis ou quelque chose de genre là. Enfin voilà, je sais plus, je l'ai pas suivi. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, une personne ne peut plus penser à une société comme une espèce de religion ou comme une famille. Elle peut penser à la société comme quelqu'un qui lui donne l'opportunité de faire travailler tout son savoir-faire et qui lui donne l'opportunité de développer ses savoir-faire. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis à votre disposition pour des questions. C'est un parcours assez impressionnant, hein, quand même. C'est ce qu'on appelle un parcours bien garni, je pense. C'est ma femme surtout qu'il faut remercier parce que nous avons fait 3 enfants. Le premier a été conçu en Guinée parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais heureusement, il est né en France parce que le passeport guinéen, ça ne lui rapportait pas grand-chose aujourd'hui. Et le deuxième est né en Angleterre et la troisième en Argentine. Elle s'appelle même Nathalie Argentine. C'est vrai? Ouais. Voilà. Bon. Alors, on va commencer donc avec la période de questions. Tiens, Monsieur Tremblay, allez-y pour la première question. Bonjour, Monsieur Tremblay. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Oui. Oui. Ah, Bertrand, oui. On s'est connus à l'inauguration de l'aluminerie Grand B. Oui, peut-être même avant. Je me souviens à ce moment-là. C'était en quelle année, ça? Aidez-moi un petit peu, là, parce que... En 1980, je pense. Ouais. 80. Et puis, je me souviens qu'il y avait eu un choc quelques mois auparavant, lorsque votre prédécesseur, M. Culver, avait annoncé la fermeture du centre de recherche d'Arvida. Ça avait causé tout un émoi, mais après une campagne de presse, la compagnie était revenue sur sa décision pour finalement maintenir le... Et c'est vous, je pense, qui avez vu à recoller les pots cassés, puis à nous redonner notre centre de recherche. Et puis, puisqu'on en est sur ce sujet-là, je me disais que si on n'avait pas eu le centre de recherche, on n'aurait pas eu, je pense, le développement qui se produit depuis 20 ans, depuis cette époque-là, dans la transformation de l'aluminium, ce que peu de gens encore sont conscients dans la région. Hein. Je poserai la question à Lucien, là, qui lui voit ça, qui pourrait nous dire là-dessus qu'est-ce que l'existence du centre de recherche a provoqué finalement de développement dans la région. Alors, M. Riche d'abord et M. Gendron ensuite. Alors, je crois qu'on peut dire la chose suivante. C'est sûr qu'il y a eu un couac énorme interne et dans une grosse société multinationale, les différents morceaux ne sont pas toujours parfaitement en contact. Le laboratoire d'Arvida dépendait de la section recherche et développement et non pas de la ligne
Voilà. Et quand nous l'avons su, bien, M. Landry a eu la gentillesse de dire quelques mots et l'écrire dans le livre de souvenirs qu'il a écrit. Il me mentionne, je dois dire que oui, j'ai collaboré le plus possible à ce qu'on ne fasse pas cette bêtise, et puis elle ne s'est pas faite. Et j'en suis fort heureux, parce qu'à l'époque, on allait quêter un peu partout. Comment pourrait-on trouver des applications d'aluminium ici? Moi, je suis allé à Détroit, par exemple, voir les constructeurs américains en disant, vous pourriez faire du métal, on pourrait faire un transfert de métal chaud, hot metal, directement à un plan où vous feriez des blocs moteurs. Ça ne les intéressait pas, la logistique, ils préféraient être plus près de leur marché, plus près de leur société, etc. Mais je suis fort content que ça s'est fait. Et en fait, il y a plusieurs études qui se sont faites sur ce phénomène, que quand vous arrivez à avoir un fort ancrage quelque part, il y a des espèces, c'est un peu comme du bois que vous mettez dans l'eau, ensuite il y a des mousses qui s'y mettent, ensuite des coquillages, etc. Ça se colle et puis ça devient des ensembles. Moi, je ne suis pas au courant moi-même combien grand c'est devenu, c'est vous qui venez de l'apprendre d'ailleurs avant. Monsieur Gendron? Ben, pour compléter, moi je dirais que la question du centre de recherche, fin des années 70, c'est le premier geste important fait par la région pour établir un solide partenariat avec la société Alcan puis la région, et non pas strictement pourvoyeur d'emploi la région. Et quand je dis ça, ça a conduit l'Université du Québec à Chicoutimi, par exemple, est devenue la deuxième université au Canada qui fournissait le plus d'ingénieurs et le plus de professionnels à la société Alcan. Et par la suite, vous avez vu en 84 ce partenariat-là continuer, ce qui a donné naissance aux chaires industrielles à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en 90 arrive l'autre sommet qui a donné naissance, cette fois-ci, au CQRDA. Mais quand vous regardez l'appareil de ce que ça a donné, ce premier geste significatif en 1978 de conserver le centre de recherche puis de mettre une empreinte, quand on regarde ça en 2014, ça veut dire qu'à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, vous avez le plus grand répertoire concentré de chercheurs dédiés à l'industrie de l'aluminium en Amérique du Nord, ce qui n'est pas anodin, là. Parce que ça, c'est greffé alentour de ça, l'arrivée du Centre technique des aluminiums du CNRC, du gouvernement fédéral, le Chicoutimi est poursuivi. Vous avez une gamme de programmes. Et là, quand on parle de transformation aussi d'aluminium, moi, je me souviens très bien qu'en 84, au sommet de 84, avec Gilles Chevalier à l'époque, on parlait il y avait aucune industrie dédiée à la transformation de l'aluminium. On parle de 84, ce qui est pas si loin. Aujourd'hui, en 2014, on a au-dessus de 2000 emplois créés par des PME qui interviennent dans la transformation de l'équipementier. Mais ça, 2000 emplois, vous savez, l'industrie de l'aluminium, c'est une industrie bête, entre guillemets, parce que quand vous regardez la production, c'est toujours des gros chiffres, hein? 700 employés, 400 000 tonnes, c'est toujours des chiffres spectaculaires. Quand vous regardez la transformation de l'aluminium avec nos PME, ben, Cycle de Vinci, dans le parc industriel, qui fait les vélos libre-service, pour beaucoup de villes dans le monde, ben, c'est 75 employés. Remax, c'est 30 employés. Stas, c'est 100 employés. C'est jamais des chiffres aussi spectaculaires, mais quand on regarde dans la région, au-delà de 2000 emplois, ben, c'est l'équivalent de 4 usines, là, de production. Il faut se le dire, c'est l'équivalent de 4 usines de production. Et très souvent, avec des conditions de travail fantastiques. Il s'agit d'aller voir Stas, Cycle de Vinci, ces entreprises-là, pour voir comment les travailleurs, c'est extraordinaire. Qui aurait cru, en 1984, que les vélos libre-service à Londres, New York, Chicago, Melbourne, seraient faits au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On aurait commencé à se dire entre nous autres, surtout moi qui est un gendron bicycle, là, on aurait dit, on va commencer par s'en faire entre nous autres, s'en vendre entre nous autres, là, avant de penser d'en faire pour New York et Chicago, mais on l'a fait. Et ça prend des gens de vision, comme M. Rich, je le dis en toute sincérité. Le premier geste, c'est de dire non, on ne peut pas transférer la recherche et le développement parce que c'est notre génie. On ne transfère pas du génie, on ne vend pas du génie. C'est notre génie. Et ça a permis, regardez, c'est génial. Alors, restons toujours dans le terme génie, c'est génial ce qui a été fait. C'est génial. Et ça, on dirait que des fois, on est gêné de se le dire.
Mais je voudrais simplement ajouter à ce que vous dites, c'est que ces choses-là ne se font jamais seules. J'étais l'artisan avec beaucoup d'autres gens. À l'Alcan, on ne se rendait pas compte combien il y avait de gens qui ne voulaient pas que ça se fasse. Et bon, la direction générale, M. Calvert à l'époque aussi, a été convaincu qu'il fallait revenir en arrière. Donc, je veux dire, les batailles, elles se gagnent avec beaucoup de gens. Les batailles perdues, parfois, elles restent assez solitaires. Ça, c'est vrai aussi. C'est exact. Les gens parlent souvent d'un changement de culture de l'époque d'Alcan aujourd'hui à l'époque de Rio Tinto Alcan. Est-ce que vous avez gardé un œil là-dessus, voir un petit peu comment ça évoluait? Non, je sais que c'est très difficile de faire ça. Quand je suis parti de l'Alcan, je suis rentré dans des secteurs tout à fait différents. Et pour ceux qui se sont mariés 2 fois, ben, ce n'est pas en regardant la première femme dont ils viennent de divorcer que vous continuez à vous faire bien voir par votre deuxième femme. Hein, voilà. Prochaine question, Pascal Girard, Le Quotidien. J'aimerais vous entendre, comme patron, comment c'était à l'époque la gestion de toute la question syndicale des employés. Les boss sont ci, les boss sont ça, mais vous avez des décisions à prendre, vous avez à gérer, il y a les syndicats qui sont très forts au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment c'était à l'époque, cette gestion-là? Votre côté humain, comment vous aviez à négocier avec ça? Écoutez, moi je suis venu après une double explosion atomique, hein. C'est-à-dire je suis devenu président de CECAL, j'ai pris la direction de CECAL après la deuxième grève. Et là, évidemment, il était clair que nous avions quelque chose dont je parlerai cet après-midi, qui était... nous n'avions pas qu'un public qui était hostile, nous avions tous les publics qui étaient hostiles. Nous avions le milieu, les travailleurs qui avaient évidemment pris de grosses pertes monétaires. Nous avions la communauté qui s'était chaque fois appauvrie, parce qu'une grève de ce genre-là, ça laisse... Nous avions nos clients contractuels qui ne pensaient que nous n'étions plus crédibles. Nous avions les investisseurs, et on a besoin aussi pour l'argent. Et nous avions tout le monde. Il fallait donc revenir sur le début. Et nous avons été aidés par 2 choses. Premièrement, je pensais qu'en changeant de rythme complet, c'est-à-dire en prenant la direction générale moi-même et en mettant une nouvelle équipe à la gestion des personnels, que nous pourrions créer un climat nouveau. Et par hasard, comme ça se donne souvent, les élections syndicales ont donné lieu à un changement aussi de leadership. Je crois qu'à l'époque, je me souviens bien, 30 ans, mais je me souviens bien de la personne, c'est M. Lévy-Desgagnés, je crois. Voilà. Oui. Donc, il y avait une table rase qui nous a permis de reprendre. Il ne faut pas oublier que c'était pas simplement une question de boss-boss. Quand il n'y avait pas eu les 2 grèves, il y avait quand même eu des choses très importantes qui s'étaient passées dans le santé-sécurité, dans la façon de travailler. Tout le milieu était quand même un milieu qui était prospère, donc il n'y avait pas tellement d'acrimonie. Deuxièmement, la francophonie, c'est-à-dire la francisation, s'était faite. On a toujours l'impression que la francisation, ça commence à une date déterminée, mais la francisation, ça a commencé très tôt. Moi, je me souviens d'un monsieur auquel je dédie d'ailleurs cet après-midi ma petite causerie, qui s'appelle Aimé Gagné. Ce monsieur, petit monsieur, je ne sais pas plus que 1m55, a été un des promoteurs de la francisation, mais avec une ténacité, une vision. Et quand je suis allé dans le monde après, j'ai trouvé partout les cadres francophones de l'Alcan. Il y avait toute une génération qui était déjà arrivée à maturité, on les retrouvait à Kitimat, on les trouvait en Angleterre, on les trouvait en Australie, on les trouvait partout. C'est-à-dire qu'il y avait eu une montée en flèche qui, je vais faire une comparaison osée, mais c'est un peu comme aujourd'hui, on voit tout d'un coup, et heureusement, les femmes arriver à crever le plafond de verre. Ben, ça a été un peu comme ça à l'Alcan. Tout d'un coup, il y avait une génération qui était là, et puis elle est montée. Puis finalement, vous aviez des directeurs généraux qui étaient des francophones. Vous avez eu un président de l'Alcan qui était un francophone, etc. Donc tout ça, ça s'est fait. Et tout ça a aidé quand même, évidemment, parce que je suppose,
je n'étais pas là quand ça se passait, je suppose que les différences... Il est toujours plus facile quand vous travaillez avec les gens qui viennent du même milieu. Et il y avait également des anglophones qui le faisaient. Vous vous souvenez de Roger Phillips, qui était pendant plusieurs années le président de CECAL. Voilà un gars qui était un anglophone. Il avait été élevé à Saguenay High School. C'est lui qui a monté la première unité de francisation bien avant la loi 101. Bien avant la loi 101. Donc, tout ça, ça a aidé, et je ne pense pas que nos travailleurs et nos cadres se sentaient opprimés par les boss. Mais il est vrai qu'un contrat social, ça vous met en arrière tout de suite de plusieurs... Mais je pense qu'on peut dire que c'était une façon, en général, assez rationnelle. Et le fait est que vous n'avez qu'à voir les retraités. Tous les retraités qui appartiennent à l'Alcan encore n'ont qu'une chose à la bouche. Ils sont tous très, très heureux et très nostalgiques. Moi, ça me dit plus que beaucoup d'autres choses. Voilà. Mais vous, personnellement aussi, vous avez apporté un virage important quand vous êtes arrivé avec la question de santé et sécurité au travail. Oui, nous avons fait... ça avait aussi déjà commencé avant. La première chose qu'on avait fait, qui avait été faite déjà par mes prédécesseurs, c'était par exemple le célèbre mémoire qu'on avait présenté et qui avait fait les félicitations du ministre Marois à l'époque, et qui en fait était un peu la pierre de touche pour la CSST. C'était ça. Et pourquoi ce que nous voulions, c'est parce que nous avions déjà des cliniques dans plusieurs endroits que nous voulions protéger. Nous ne voulions pas que ça tombe en désuétude, donc nous voulions avoir un cadre. Voilà. Et nous avons fait la même chose avec... moi, personnellement, je me souviens, j'ai parlé avec Camille Lorrain, le ministre à l'époque, pour lui suggérer qu'on ait une clause, justement, pour les laboratoires de recherche, qui a été écrite par le gouvernement québécois, avec des inputs de notre part, qui justement ont permis d'avoir à la fois des chercheurs de plusieurs nations, de pouvoir être un peu plus souple dans l'éducation. Et je me targue moi-même d'avoir participé à la promotion du baccalauréat international, parce que je pense qu'une multinationale, même si elle est bien ancrée dans un milieu, elle travaille avec des gens ailleurs. Et chaque pays a les mêmes exigences qu'ici. Si vous pensez qu'au Brésil, on ne dit pas, il faut que vous transformiez au Brésil, et puis vous fassiez plus de cadres brésiliens, et puis en Australie, il faut que vous fassiez ceci en Australie, etc. Donc, il est nécessaire d'avoir une culture multinationale, et je crois que ça, l'Alcan l'a bien fait. Et ça, c'est un travail qui a été commencé bien avant, sans doute déjà sous M. Ike Davis, qui avait demandé à ce qu'il y ait un centre d'études industrielles à Genève, dans lequel il disait, nous allons envoyer nos jeunes cadres nord-américains, québécois, et pour justement qu'ils découvrent des cultures différentes. Voilà. Alors, vous savez à quel point Alcan, c'était un fleuron pour le Québec. Vous parlez de la belle synergie qu'il y avait avec le gouvernement. Quand vous avez vu la vente, justement, d'Alcan à Rio Tinto, est-ce que ça vous a fait mal au cœur, un peu? Mais écoutez, ça c'est une question sentimentale, mais ça n'a rien à voir. Je ne connaissais ni les enjeux, ni le pourquoi. Alors, je peux vraiment mais pour les Québecois, vous savez que ça représentait beaucoup quand même d'avoir peut-être, mais ça, comme dit, je n'étais depuis longtemps plus là. J'avais ma nouvelle famille dont je m'occupais. C'est sûr, je sais que aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un cas presque universel. On n'a jamais vu autant de fusions, autant de changements de noms, etc. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais avant. Aujourd'hui, la loyauté de l'employé, bien surtout au travail qu'il sait faire et qui fait bien, et à la société qui lui donne la possibilité de bien le faire. Et le nom, en fait, tous ces attributs qui sont presque familiaux tendent à être moins importants. Et c'est vrai en Europe, c'est vrai partout. Pensez, je ne sais pas si vous avez fait le décompte de ce que pensent les anciens, parce qu'on parle toujours de Alcan ceci, Alcan ça. Mais qu'est-ce que vous pensez que les gens d'Alu Suisse et de Péchinet ont pensé quand Alcan les a rachetés? Oh. Voilà. Prochaine question. Je me tourne du côté de M.
prendront. Vous gardez assurément un œil sur ce qui se passe présentement. On est en période électorale. Je vais tomber dans le fantastique, mais je vous envoie un petit génie. Si vous avez 3 vœux à faire pour l'industrie de l'aluminium, quels seraient-ils? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En plus, il a repris la thématique du génie. Oui. Merci, Priscilla. Moi, ce n'est pas en termes de vœux, comme il faut être persévérant. La persévérance va nous conduire à des succès fantastiques. Comme là, à l'heure actuelle, l'aluminium vit une crise temporaire avec le prix qui n'est pas très élevé, le prix, et ça peut nous conduire à prendre des décisions qu'on regrettera par la suite. Mon vœu, c'est beaucoup plus de dire ce qu'on a fait, maintenant nos acquis, maintenant les choses qu'on a faites, et soyons persévérants. Quand je vous dis les résultats sont spectaculaires, moi je peux vous dire qu'en 84, la première fois qu'on m'a parlé d'extrusion, de fonderie, ce vocabulaire-là, je savais absolument pas ce que ça voulait dire. Quand on me disait fonderie à cire perdue, puis fonderie au sort, un moule au sort, c'est comme si c'était une langue totalement étrangère. Je savais pas absolument pas ce que ça voulait dire. Hein. Bon, tout ce que je faisais Marc-André Bédard en parlera. J'étais avec Marc-André Bédard. Je disais, c'est sûr, c'est important l'extrusion, c'est sûr. En souhaitant qu'on nous pose pas une autre question, parce qu'on savait pas on savait pas ce que ça voulait dire. Mais je vous dirais donc, ça se formule pas en termes de vœux, ça se formule en termes de dire prenons conscience des acquis qu'on a, prenons conscience des possibilités immenses qu'on a, puis soyons persévérants, puis continuons dans ce qu'on a fait. Puis on va gagner, c'est sûr qu'on va gagner. Sûr, à la limite qu'on va gagner. Mais faut pas se laisser prendre des décisions fondamentales avec des situations ponctuelles dans le temps. Tu sais, l'aluminium, c'est voué à quelque chose d'extraordinaire. Là. Quand vous arrivez, tu sais, 100 ans, l'aluminium, moi je me souviens, 2001, je pense qu'on fêtait le centenaire de la première coulée d'aluminium au Québec à Shawinigan. 100 ans par rapport à l'acier, tout ça, c'est un métal qui est d'une jeunesse inouïe. On n'a pas encore sorti toutes les possibilités et les capacités de ce métal-là. Regardez encore l'industrie de l'automobile là, qui fait un virage très important avec l'aluminium qu'on annonce partout. Je me dis, nous autres, ça devrait nous allumer. Là. On devrait se dire... tu sais, quand je vais en France, souvent à l'Institut d'histoire d'aluminium en France, je les fais rire parce que nous autres, moi, quand j'étais petit bonhomme, on chantait son, les gars du Saguenay qui ont de l'aluminium en dessous de leurs souliers. Parce que c'est notre vie. Alors, on ne peut pas se soustraire de notre vie. C'est notre vie. Il n'y a pas personne d'entre vous autres là, qui n'est pas concerné par l'aluminium. Hein? On a tous des membres de notre famille qui ont travaillé à l'Alcan. On a tous été les berges du lac Saint-Jean. On a tous un mononcle qui a un chalet alentour du lac Saint-Jean, puis qui parle d'Alcan, les berges, le niveau d'eau. C'est notre vie. Alors, occupons-nous de notre vie. C'est tout à fait... Moi, quand les gens disent, oui, vous occupez de l'aluminium, je dis, c'est un peu normal, hein, c'est notre vie. Les usines, ils sont ici, là, les barrages, ils sont... Mais c'est fantastique, ce qu'on a fait. Moi, une fois, je parlais avec... ça m'avait tellement frappé. Emery Leblanc me disait, en 2008, il a dit, tu sais, Lucien, l'Alcan, puis l'aluminium, ça a des qualités, ça a des défauts, on a toutes sortes de qualités et de défauts. Mais mon Dieu, que c'est nous autres qui construisons cette affaire-là, les barrages, les usines, il me disait, c'est fantastique ce qu'on a construit, là. C'est extraordinaire, là. Puis il s'agit quand quelqu'un de l'étranger vient au Saguenay, puis faites-y faire un tour. Si jamais vous avez la chance, faites-y faire un tour d'hélicoptère. Puis il dit ça, c'est l'usine de Grande-Bay, l'usine d'Arvida, l'usine d'Alma. Hey, c'est tout concentré. Il dit, là, ils font tous la même remarque. Hey, l'aluminium, vous l'avez, vous autres, hein? Ils disent tout ça. Alors, c'est pas 3 vœux, c'est de dire, occupons-nous de nos affaires. Quand on parle de protection, des fois, c'est parce qu'il y a des craintes. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous inquiètent précisément? Ben, moi, il n'y a pas de dossier qui m'inquiète plus que d'autres. Moi, ce que je dis, par contre, c'est que je me dis, il faut avoir voix au chapitre. Comme je vous dis, c'est notre vie. On a tous été concernés par l'industrie de l'aluminium. Puis, comme l'a dit M. Rich, il y a toutes sortes de conditions aujourd'hui. Le monde n'est plus ce qu'il était. Là. Il y a toutes sortes de conditions. C'est Étienne Jacques va vous dire
que dans le temps de M. Rich, il rencontrait l'industrie de l'aluminium, on allait au TMS, puis il était sûr à peu près de rencontrer à peu près tout le monde. Lui, aujourd'hui, il faut qu'il se promène partout dans le monde. Il y a eu le Moyen-Orient qui arrive, il y a Dubaï qui arrive, etc. Les conditions sont changeantes. Mais ça ne veut pas dire que les conditions sont changeantes, que nous, on doit se soustraire de ça, à mon point de vue. Au contraire, il faut s'ajuster. Et il n'y a rien de statique, hein. C'est dynamique. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui, les conditions évoluent tellement rapidement. Là, vous savez, moi, je me souviens, la première fois que j'ai été en Europe, au début des années 70, c'était une expédition. Là. On travaillait ça pendant 3 mois, là, puis on se faisait une liste, puis c'était une expédition. Juste changer un chèque de voyage, là, c'était toute une job à Paris. Là. Il fallait que tu rentres dans une banque, puis il fallait surtout pas que tu oublies. Là, c'est le vendredi, la fin de semaine, c'était impossible. Aujourd'hui, là, j'arrive à l'aéroport de Bagotville avec ma carte de guichet automatique. Je me rends à Paris, puis j'ai aucun problème. Hein? Aucune espèce de problème. Puis je joue directement. Ça a bien changé. Ça a changé. Donc, il faut s'ajuster. Faut pas se dire, dans le temps, c'était encore meilleur. Dans le temps, il faut s'ajuster. Mais c'est notre vie. Puis on est capable de gagner. Mais vous dites c'est notre vie, on est capable de gagner, mais en même temps, les pouvoirs, les décisions se prennent de plus en plus loin des gens de la région. Les gens ont moins en moins voix au chapitre dans l'avenir de l'industrie de l'aluminium. Si je peux juste intervenir, ce que dit M. Gendron est évidemment tout à fait vrai. Nous sommes dans un monde globalisé. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de petits endroits où vous avez une petite niche, et puis là, vous pouvez mettre des barrières douanières, et puis vous êtes protégé. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en concurrence, et nous sommes en concurrence partout où nous sommes, dans quelque industrie où nous soyons, avec d'autres gens qui font la même chose que nous, qui le font peut-être aussi bien que nous, qui le font peut-être moins cher que nous. Et tout ça, c'est un ensemble de pressions qui se fait, qui se voit dans les marchés tous les jours. Donc, on ne peut pas dire j'ai un avantage acquis qui est éternel. Un avantage acquis qui peut être en technologie surpassé par quelqu'un d'autre, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit en général avec une mentalité plus grande de précarité. Précarité, je ne parle pas de précarité seulement sociale, je parle de précarité en général, c'est-à-dire une vie qui peut être dérangée par des nouveaux facteurs qui ne dépendent pas de nous. C'est ça ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que dans quelque endroit qu'on soit, même si on est assis sur une forteresse qui à un moment donné paraît imprenable, il faut faire attention. Il y a toujours cette concurrence ailleurs. Et donc, il faut garder l'excellence. Et là, je reviens, chaque travailleur, chaque cadre, chaque employé doit toujours penser qu'en faisant les choses pour le mieux, en affinant son savoir-faire, il aide justement à être plus compétitif pour sa société. Et à ce moment-là, il augmente aussi la marge qui permet de mieux le payer, entendons-nous. Parce que, voilà. Et tout ça, et je pense qu'il est très important de comprendre que aujourd'hui, vous voyez des pans entiers dans l'industrie qui disparaissent en endroit pour se replacer ailleurs. Nous avons aujourd'hui, moi j'en peux pas en parler comme expert, mais ça m'intéresse. Nous sommes en train d'assister à un nouveau phénomène qui est le gaz de schiste aux États-Unis. Est-ce qu'on sait ce que ça va être ? Est-ce que ça va être quelque chose qui va dire, ben voilà, on va commencer à faire des usines électriques, des turbines au gaz? Est-ce que ça veut dire que beaucoup de petites unités seront mises près du marché? J'en sais rien. Ce que je veux dire simplement par là, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Tous les marchés sont tout le temps en évolution, et la technologie aussi. Voilà. Mais ça peut être un grand défi. Pour des jeunes bien, et moi si j'avais 20 ans, je serais content d'être dans ce monde. Je serais content dans ce monde où on peut lutter, où on peut dire, ben waouh, si je me spécialise, si je fais bien les choses, si je suis prêt à serrer les dents, je peux diriger mon destin. Il n'y a jamais eu autant de possibilités. Voilà. Ça m'intrigue. Moi, je sais qu'elle est vraiment indélicate, cette question-là. Vous dites que vous avez plus 20 ans. Vous vous êtes rendu à combien, à peu près? 83 ans. 83? Ouais. Vous êtes parti de la Suisse pour venir ici? Oui. Et puis, il y a 10 jours, j'étais encore au Costa Rica, donc j'avais 7 heures de différence de décalage? De décalage dans l'autre sens, oui.
Bon. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on essaye de le suivre. C'est l'aluminium qui vous a rendu fort comme ça, qui vous fait... Ah ben oui, c'est clair. C'est léger, l'aluminium. Mais entre-temps, j'ai dirigé une société internationale de gaz industriel, alors peut-être que je faisais ça. Ah! Prochaine question. Vous en avez parlé un peu, M. Rich. Ma question est pour vous et pour M. Gendron. M. Gendron, vous avez parlé d'histoire de 100 ans pour l'aluminium au Québec. Bon, dans la région, ça fait quand même assez longtemps aussi. Là. Pendant longtemps, il y avait un avantage incroyable dans la région, c'était le prix de l'énergie. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pas dans les monts Otiches qu'est Alcan, c'est au Saguenay avec le lac Saint-Jean, c'est le prix de l'énergie. Ouais. Et ça a vraiment été l'avantage, d'autant plus que c'est une énergie verte. Ouais. Pendant longtemps, c'était l'avantage primaire. Cet avantage-là, il semble qu'il n'est plus là. On a Alcoa dernièrement qui a fait des pressions de déménager s'il n'avait pas une baisse du prix de l'énergie. On a même RTA qui fait des pressions auprès du gouvernement pour dire qu'on est rendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, dans les endroits les plus chers au monde pour faire de l'aluminium en raison du prix de l'énergie. Cet avantage-là, M. Rich a parlé des gaz de schiste, on n'a qu'à penser, bon, au Moyen-Orient, ils brûlent du pétrole sans aucun problème pour faire de l'aluminium. Vous dites être confiant dans l'avenir de l'industrie de l'aluminium dans la région, mais le prix de l'énergie est vraiment un problème majeur. Et bon, je suis pas dans les bureaux, mais je suis sûr en ce moment qu'RTA fait des pressions sur Québec pour baisser le prix de l'énergie. Oui. Même s'ils sont propriétaires des barrages, propriétaires ils ont vraiment un coût d'énergie très bas. Où s'en va l'industrie de l'aluminium? Et la région a vraiment perdu son avantage qu'il n'a plus. La région n'a plus l'avantage du bas prix de l'énergie qu'elle a eu pendant 100 ans. Je suis pas sûr. Moi, vous affirmez ça, puis je suis loin d'être sûr de ça. Ben, c'est ce que RTA eux-mêmes disent. Oui, mais sauf que regardez, là, vous puis moi, on n'est pas dans le secret des dieux. Ça, c'est clair. Mais prenez Alcoa puis le gouvernement du Québec viennent de s'asseoir à la table. Là. Puis ils ont convenu tous les deux d'une entente dont on ne connaît pas toutes les modalités. Mais ça a sûrement fait l'affaire d'Alcoa. Parce qu'Alcoa aussi, et les autres pays sollicitent Alcoa. Là. Ça a sûrement fait son affaire, puis ils s'engagent à faire de l'investissement. Moi, je pense qu'il va y avoir, là, on est dans une période de négociation. Chacun y va avec ses avantages pour négocier, hein, en se disant voici ce qui est en jeu, voici ce qui est en jeu, de l'autre côté. Ça, c'est le processus de négociation. Mais on gage-tu tous les deux, là? On peut gager ça tous les deux, que je suis à peu près sûr que le gouvernement du Québec, puis peu importe qui va être le titulaire du gouvernement, là, puis RTA m'ont convenu. Je suis à peu près sûr, je peux gager ça avec vous. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont se boxer un peu? Ça, je suis à peu près sûr aussi, là. Que RTA va dire au gouvernement du Québec, écoute, on fait ci, on fait ça, on procure ci, tu devrais nous considérer. Puis à l'inverse, le gouvernement du Québec va dire à RTA, on a besoin de ci, on a besoin. Mais je suis à peu près sûr qu'ils vont finir par convenir d'une entente tous les deux. Je suis à peu près sûr de ça. C'est pour ça que les affirmations disent on n'a plus nos avantages. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis loin d'être sûr de ça. Puis, je vais revenir à ce que M. Rich disait. C'est la même chose quand j'enseignais la stratégie à mes étudiants encore il y a 3 ans. Vous savez, faire là une télévision 21 pouces Sony, là, quand ça se crée dans les pays en voie de développement, ça coûte exactement 7 piastres en faire une. 7 $. 21 pouces, couleur, toutes les options, etc. Je dis à mes étudiants, ça se peut qu'au Saguenay, on n'ait pas grand avenir à faire des TV Sony. Ça se peut. Mais sauf que on arrive avec la bicyclette. Je reviens à cet exemple-là parce que c'est le plus connu. Là. On arrive avec la bicyclette de Vinci. On gagne. On gagne. On gagne parce qu'il y a des caractéristiques particulières, il y a une valeur ajoutée, etc. Mais ça, là, ça veut dire aussi que c'est que de Vinci, demain matin, faut pas rêver en couleur. Là. Ça fait longtemps que les Chinois ont pris un Bixi à Montréal, puis ils l'ont démonté de tous les côtés, puis qu'ils ont tout étudié la facette du Bixi. Ça, soyez sûr de ça, là, que ça fait longtemps que c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je dis souvent à Félix Gauthier, t'es condamné à chaque fois que t'en sors un, à dire, faut que je l'améliore, faut que je l'améliore, faut que je l'améliore, parce qu'il faut que j'aie un avantage concurrentiel. Dans
l'industrie forestière, en ce moment, le débat, on le voit encore avec Greenpeace, c'est les forêts sont certifiées. Bon, oui. la norme FSC, voici du bois fait de façon durable, de façon qui respecte l'environnement. Pourquoi un tel système n'existe pas dans l'aluminium? Là, la région aura un avantage. Voici de l'aluminium fait avec une énergie verte qui concurrence dans un marché de l'aluminium fait avec du gaz de schiste, fait avec du pétrole, fait avec du charbon. Pourquoi la même norme n'existe pas? Pourquoi il n'y a pas de fournisseur qui exige de l'aluminium vert? J'ai une idée que je lance. Là. Mais l'aluminium... Bon, je m'excuse, je vais dire ça. Ah oui, excellent, monsieur Rich, allez-y. Ces débats, c'est des débats qui ne finiront jamais. C'est parce que c'est des débats qui changent tout le temps. Nous ne sommes pas, au Saguenay, nous ne sommes pas les seuls à faire de l'électricité avec de l'hydroélectricité. Nous ne sommes pas les seuls à faire de l'aluminium. Vous avez entendu M. Obama à un moment dire cette énergie hydroélectrique n'est pas si verte que ça. Il faut quand même mettre aussi en valeur d'autres facteurs comme des facteurs politiques. Est-ce que dans le grand échiquier de la concurrence, est-ce qu'on tient absolument à valoriser les avantages d'un concurrent ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis plus du tout dans la course. Mais je sais par exemple que quand on regarde l'aluminium, où qu'il soit fait, il faut regarder l'ensemble. Je disais toujours, l'Alcan, c'est une multinationale par défaut de naissance. Ben oui. C'est fabriqué là où il y a l'énergie. La bauxite, elle vient de pays très lointains, une logistique très chère, qui aujourd'hui, si on parle de carbone, l'empreinte carbone, même quand nous avons de l'énergie pure, nous faisons aussi notre pollution parce que nous emmenons la matière première. Les marchés sont encore ailleurs parce que là où il y a le plus de bauxite, malheureusement, ce ne sont pas des pays qui ont des hauts pouvoirs d'achat. Donc vous allez tout un ensemble. Quand vous avez commencé ça, vous faites tout ça ensemble. Une aluminerie, je sais que j'avais fait une étude à l'époque, coûte 30% de plus simplement pour des questions climatiques que de la mettre dans un endroit où le climat est plus favorable. Donc, je veux dire, il y a eu un balancier. Je fais confiance, moi, à un gouvernement comme celui du Québec, quelle que soit sa couleur, ça ne m'intéresse pas, qu'il y a des gens extrêmement capables qui font avec l'industrie ces calculs-là. Ils disent, ça, c'est possible, ça, ce n'est pas possible. Et la variable énergie, qu'est-ce qu'elle est? Ben, la variable énergie chez l'Alcan, dans la mesure où elle utilise l'énergie qu'elle produit, la variable est clairement la variable impôt, taxes, etc. Et chez les autres, c'est mais à combien valorisons-nous le kilowatt-heure incrémental que nous allons vendre pour faire de l'aluminium au lieu de faire autre chose? Et avant donc, je veux dire, c'est extrêmement complexe et je voudrais pas qu'on tombe de... Mon message, parce que je crois qu'il sera toujours valable aussi longtemps que nous aurons ce genre d'économie, et que il faut regarder dans un ensemble très complexe, et je pense que, heureusement, la plupart des gouvernements aujourd'hui des pays industrialisés, même post-industrialisés, quelle que soit leur couleur politique, ont des équipes qui sont parfaitement capables de se mettre ensemble avec l'industrie et de calculer quelle est la tolérance et qu'est-ce qu'il y a comme jeu économique. Voilà, c'est tout ce que je pense. Hein? C'est évidemment très abstrait parce que je ne connais pas du tout des chiffres, etc. aujourd'hui ici. Prochaine question, Carole Néron. Si vous voulez lui passer le micro, Monsieur Tremblay. Monsieur Gendron ou Lucien, on va oui. dire Lucien. On parle souvent de Bixi depuis tantôt. C'est une de nos plus belles réussites dans le domaine de la transformation de l'aluminium. Bixi a des gros problèmes à Montréal, c'est pas la même chose. J'aimerais savoir, à titre d'observateur et d'acteur majeur de la transformation de l'aluminium dans la région, c'est quoi ta lecture? Comment tu vois ça sur Bixi? Par rapport aux problèmes à Montréal, la faillite et tout ça? C'est malheureux parce qu'on a un beau nom, puis c'est un peu... Ben, je vais te faire une confidence. Vas-y, allez dans le... Tu sais, le problème de Bixi à Montréal, c'est la gestion du volet international. Où ils sont mis carrément les doigts dans les yeux. C'est pas le produit, d'aucune façon le produit est touché, c'est la question du volet de gestion internationale. Quand je te dis, je vais te faire une confidence, hier, je lisais ça,
je me souviens plus dans quel journal, on parle que Montréal serait prête à céder la gestion du volet international pour 1 million de dollars, puis qu'on était prêt à s'asseoir pour discuter des éventuels retenues. Moi, je me mettais à rêver, je me disais, alors je pense que je vais te le dire, je me disais, pourquoi on ne l'achète pas, nous autres? Vous savez, Promotion Saguenay, il est en recherche de projets, là, pourquoi il ne l'achète pas? Tu sais, je veux dire, on va tout reprendre les brevets d'invention, tout ce qu'il y a, etc. On peut tout rediscuter ça, puis dire, c'est nous autres qui vont dorénavant piloter, pourquoi on ne l'achète pas? Pourquoi on est assis là, puis on regarde, puis on dit, qu'est-ce que Coder va décider avec les Bixi? Qu'est-ce que Coder? Puis là, c'est Coder qui arrive, qui dit, Montréalais, prouvez-moi qu'on a besoin de Bixi. Montréalais, je vous écoute. Montréalais, utilisez-le, tout ça. Hier, je lisais ça, je disais, Saguenay, achetons-les. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une démarche? Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une démarche officielle? Moi, je suis président de l'association. Je suis à ma retraite. Là. Ça vient d'ici. Bon, mais comme tu dis, là, j'ai été là-dedans, je me dis, Bixi, ça se vend partout dans le monde, puis il s'agit d'avoir voyagé un peu pour savoir que toute l'utilisation du vélo dans les villes, ça explose. Ça. Toutes les villes d'une certaine importance sont obligées de se convertir à ça. Nous, on a l'avantage d'avoir un produit qui est testé par rapport aux autres et qui est déclaré le meilleur produit. Puis vous regardez toutes les difficultés qu'ils ont eues d'implantation à New York ou à Chicago, c'est tout dû à la gestion, puis à la gestion informatique des bornes. Jamais personne ne parle du produit. Tout le monde dit que le produit est extraordinaire. Puis d'ailleurs, allez voir le nouveau qu'ils ont sorti là, pour la ville de New York. Il y a même un GPS d'intégrer dans le vélo. Mm-hmm. Tu regardes ça, tu te mets à rêver d'en avoir un. Tu te dis, moi, je pourrais-tu en voler un? Maudit que c'est beau. Bon. Alors, t'arrives, et tu dis, hier, là, quand je te dis ça, Carole, tu me connais suffisamment, tu as dit, mais je lisais ça, je disais, ben oui, mais Coder, allons l'acheter. On est là à rêver des projets pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on a des organismes de développement économique, on en a partout. Des CLD, des ci, des ça. C'est donné. Prenez le micro, M. Tremblay, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Langage des signes. Et ça qui me frappe davantage, c'est que lorsque, par exemple, lorsque j'ai eu une entrevue, par exemple, avec le concepteur du Bixi, qui m'avait expliqué toute la composition du Bixi, tout le Bixi est fait par des entreprises en région. La seule initiative, la seule composante, c'est Montréal qui a voulu faire le logiciel, puis c'est ça qui a floppé. Mais tout est fait à Thetford Mines, au Saguenay, un peu partout. Puis après ça, il y a des pièces aussi qui sont fabriquées en Asie, mais puis assemblées à Chicoutimi. Alors, le Bixi, c'est d'abord une réalisation régionale, je pense. Il n'y a pas d'entreprise importante à Montréal qui participe à la fabrication du Bixi, mais c'est elle qui le gère. Ouais, mais ça, je connais ta pensée sur Montréal, là. Ça fait à peu près 30 ans qu'on se côtoie. Je connais ta pensée. Faut faire attention, là. Quand je dis ça, il faut faire attention. Bixi, c'est le résultat d'un partenariat stratégique tout simplement extraordinaire. T'as un concepteur-designer qui s'appelle Michel Dallaire, qui est à Montréal, dont les bureaux sont à Montréal, oui. Qui s'associe avec une petite société du Saguenay qui s'appelle Cycle de Vinci, puis qui part un projet tout simplement fantastique. Le partenariat. Puis quand M. Riche parle de conditions qui changent, là, aujourd'hui, au Saguenay, qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on soit n'importe où dans le monde, le partenariat est obligatoire. Tu peux pas arriver... Tu vas arriver, tout le monde rêve de pénétrer le marché chinois. C'est pas compliqué, là. Imagine-toi que tu vends une casserole en aluminium en Chine, puis chaque famille en achète une, t'es en business en sirop de calebasse. Hein, t'en fais de la casserole. Non. Mais sauf que tu débarqueras pas en Chine comme ça si t'as pas de partenariat avec les Chinois, ils vont t'en imposer un. Bon. Et ça, là, il faut, nous autres, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, se dire qu'on est condamnés au partenariat stratégique. Mais partenariat ne veut pas dire dépendance, là. Veut dire chacun avec ses avantages, chacun avec ses possibilités. C'est qu'on est trop pensé à... Puis moi, quand je donnais mes séminaires, je disais, le maudit
qui a inventé qu'un partenariat, il faut que ça soit 50-50, là. Il nous a-tu fourré un peu? Hein? À 60-40, tu gagnes. À 70-30, tu gagnes. Mais on a développé, on regarde le jour. Ah, si j'ai pas mon 50%, il me fout. Ben, t'es-tu mieux avec 30% de plus ou 0 de plus? Tu regardes ça comme ça. Et Bixi, c'est le résultat de ce qui était impensable quand on parlait du centre de recherche en 84. C'est Félix Gauthier qui a travaillé avec l'Université de Sherbrooke. Hey, un partenariat entre l'Estrie et le Saguenay, c'est pas naturel, là. Hein, moi, quand je me déplace, c'est naturel Québec-Montréal. Aller en Estrie, j'y vais pas trop souvent, là. C'est pas naturel. Fait que finalement, M. Rich, vous le saviez pas, mais vous êtes le père du Bixi, puisque vous avez donné l'élan au centre de recherche. Et avec Michel Dallaire, qui est un des plus grands concepteurs du Québec. Écoutez, messieurs, ça tire déjà, le cercle de presse tire déjà à sa fin. Il nous reste une petite minute. Le mot de la fin, M. Rich, en terminant. Ben, je vais vous raconter une petite anecdote, puisque la question de la multinationalité d'une entreprise est très importante. Monsieur Eichenberger, le directeur général de Bauxite du Midi, qui était en charge de la construction du projet de Bocquet, le plus grand projet du monde de bauxite qui marche maintenant, débarqué dans les années 50, on portait encore des casques coloniaux, tout en beige, puis il s'avance, et puis voilà, un ouvrier noir avec un bleu de chauffe, c'est marqué Bauxite du Midi, qui est adossé contre un palmier, puis qui dort tranquillement. Alors évidemment, il ne pouvait pas laisser passer ça, il dit « Ah, mon brave, vous ne travaillez pas ?» Et l'ouvrier lui dit « Ah, patron, moi je ne peux pas travailler, le Saguenay, il est gelé. » Et ça, c'était par 35 degrés. Voilà, c'est ça la société multinationale, entre autres. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite un Bernard Landry à temps pour votre table ronde cet après-midi. Merci, messieurs. Et moi, merci à vous, mais je veux dire, je suis très surpris d'avoir été là amené comme vedette américaine, comme on dit. J'aurais préféré pouvoir juste donner mon petit témoignage cet après-midi sur ce qui s'est passé. On est ici dans un rassemblement pour la question de l'histoire. Voilà, sur les faits. Sur les faits. Voilà. Merci. Merci.